Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Stade, Monsieur le Président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, chers homologues régulateurs et contrôleurs des assurances, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, directeurs, Mesdames et Messieurs, il m'est toujours agréable de retrouver la grande famille de l'assurance à l'occasion du rendez-vous annuel de Casablanca. Ce rendez-vous s'est imposé au fil des années comme un moment incontournable et privilégié. Et je voudrais à cet égard féliciter le comité directeur de la Fédération des assurances et à sa tête le président Mohamed Hassan Ben Saleh, féliciter également l'équipe d'organisation et plus particulièrement M. Bachir Baddou pour la qualité de l'organisation et pour tous les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer pour faire de cet événement le succès qu'il est devenu aujourd'hui. Les deux précédentes éditions se sont penchées sur les thématiques de la disruption et du digital. Cette année encore, le comité d'organisation a choisi un sujet qui interpelle et qui pousse à la réflexion, celui des nouvelles frontières de l'assurance. Ce sujet me paraît d'ailleurs s'inscrire dans une parfaite continuité des deux précédents, puisqu'en grande partie, même si ce n'est pas de manière exclusive, les nouvelles frontières de l'assurance seront dessinées par les phénomènes disruptifs et par la révolution digitale sans précédent auquel nous assistons. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, le monde est le théâtre de bouleversements qui constituent les prémices de changements profonds, aussi bien dans les domaines politiques et sociaux que dans celui de l'économie. S'agissant de ce dernier domaine, ces bouleversements imposent déjà aux opérateurs et aux différentes parties prenantes de sortir de leur zone de confort et exigent d'eux une grande agilité et une grande capacité d'adaptation. Le secteur des assurances est, à mon avis, l'un des secteurs qui sera le plus touché. En effet, dans ce secteur, en particulier, et quand il s'agit, ou quand on parle du digital à titre d'exemple, il ne s'agira pas simplement de changements majeurs dans la relation client ou dans la distribution, mais le modèle même ayant prévalu dans l'assurance, basé sur la mutualisation des risques, pourrait être battu en brèche, au profit d'une tarification au plus près, rendue possible par les nouvelles technologies et par la prolifération des objets connectés. Les technologies de blockchain pourraient également avoir un impact important et redistribuer les cartes parmi les opérateurs. Les changements climatiques posent également un défi majeur pour le secteur. Alors, prédire les nouvelles frontières de l'assurance dans cet environnement qui change à toute allure est une tâche difficile dont je n'ai évidemment pas la prétention. Je voudrais en revanche partager de manière assez succincte, compte tenu du temps qui m'est imparti, quelques réflexions et questionnements sur l'évolution de ces frontières et sur les défis que cela pose pour les opérateurs, mais aussi pour nous en tant que régulateurs. Les frontières de l'assurance peuvent être appréhendées à travers plusieurs prismes. Le premier est celui naturel des frontières géographiques, qui renvoie à la notion de mondialisation. D'autres prismes renvoient aux frontières sectorielles, sociales ou à celles du périmètre des risques couverts. S'agissant des frontières géographiques, et quand on parle de mondialisation, je ne crois pas d'abord qu'il existe un marché mondial de l'assurance. En revanche, il y a des marchés nationaux de l'assurance, peut-être des marchés régionaux. Et je pense que les marchés de l'assurance sont plutôt des marchés de proximité, exigeant jusque-là une présence et une courte distance pour bien appréhender les besoins et les spécificités des consommateurs et y répondre de manière appropriée. Ces marchés restent par ailleurs protégés par la régulation. Dans la plupart des juridictions, les risques situés sur le territoire et les personnes résidentes ne peuvent être assurés que par des opérateurs agréés par ces mêmes juridictions. Toutefois, deux phénomènes peuvent poser des défis à ce sujet. Le premier est relatif à l'émergence d'acteurs mondiaux ou globaux, présents à travers des filiales agréées localement dans un nombre important de pays. Ces acteurs qui peuvent, dans certains cas, présenter des risques systémiques susceptibles d'avoir un impact sur la stabilité des marchés,
posent des problèmes quant à leur régulation et exigent de plus en plus de coordination et de coopération accrue de la part des régulateurs, notamment dans le cadre de collèges de supervision. Ils exigent également l'élaboration d'un cadre de supervision prudentielle, cohérent et applicable dans l'ensemble des juridictions, ce qui est loin d'être encore le cas. C'est d'ailleurs à cela que s'attelle l'Association internationale des superviseurs d'assurance, dans le cadre notamment de son projet Conframe. Les régulateurs des pays en développement sont par ailleurs aussi interpellés, notamment en ce qui concerne l'ouverture de leur marché et l'équilibre qu'il faut trouver entre la présence de ces acteurs globaux ou régionaux et la nécessité de voir émerger également des acteurs nationaux dans le cadre d'une compétition saine. Le deuxième phénomène se rapporte au digital et ses conséquences possibles sur les acteurs, sur les conditions d'exercice et de compétition. Regardons un instant ce qui s'est passé dans d'autres secteurs. Il y a peut-être moins d'une décennie, une compagnie de taxi pouvait être en compétition avec une autre, agréées toutes les deux dans un cadre de régulation, souvent édicté et géré localement. Aujourd'hui, le plus grand compétiteur de cette même compagnie est Uber, une plateforme développée ailleurs, opérant à une échelle mondiale et difficile à réguler. De même, le principal compétiteur de votre agence de voyage locale est le site Booking ou TripAdvisor. Alors, qu'en est-il du secteur des assurances ? Sans évoquer le scénario où les géants de l'Internet investiraient le secteur, avec tous les avantages comparatifs dont ils disposent à travers leurs accès aux données de milliards de consommateurs. Sans évoquer ce scénario, le développement de plateformes ou d'acteurs digitaux de bout en bout est déjà une réalité. Comment réguler l'accès de ces plateformes aux marchés locaux ? Quelle attitude avoir quant à une ouverture qui, légitimement, peut apporter une valeur ajoutée et de meilleurs services aux assurés ? Comment assurer un cadre de supervision prudentielle et de pratique de marché garantissant une protection adéquate des assurés ? Quelle réaction des opérateurs classiques ou nationaux face à cela ? Ce sont autant de questions qui nous interpellent et auxquelles nous nous devons tous d'apporter des réponses. Une autre dimension des frontières de l'assurance se rapporte aux frontières sectorielles. Et je ne parle pas ici de la frontière de la banque assurance, mais de la frontière entre l'assurance, et d'ailleurs la banque aussi, avec l'industrie du digital. En effet, la digitalisation de l'assurance, comme celle de la banque, fait que les opérateurs du secteur des assurances reposent de plus en plus sur ceux du numérique. Les données seront de plus en plus gérées par les géants du cloud, Amazon, Microsoft, ou les Chinois Baidu et Alibaba. Les opérateurs reposeront de plus en plus sur les constructeurs d'infrastructures, les éditeurs de logiciels et les acteurs du big data et de l'intelligence artificielle. Se pose alors une question pour les régulateurs. Quel levier avons-nous sur ces acteurs du digital ? En réalité, très peu de leviers, car ils ne sont soumis à aucune régulation. Dès lors, comment pouvons-nous mettre en place des normes de robustesse, d'intégrité, et comment pouvons-nous garantir un respect de la protection des données personnelles ou garantir un traitement équitable des consommateurs ? Nous pouvons toujours arguer des dispositions qui relèvent de la sous-traitance pour imposer un minimum de règles. Cela reste, à mon avis, très insuffisant et nous sommes interpellés de voir qu'une partie qui deviendra extrêmement significative de l'activité échappe en réalité à toute régulation. Venons-en maintenant au périmètre des risques et de la problématique de la couverture des risques émergents. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par risque émergent ? Ceux-ci peuvent être définis comme des risques naissants peu connus. Il peut également s'agir de risques connus mais dont les manifestations et les impacts sur les populations et la société dépassent nos niveaux de maîtrise. Couvrant une très large variété de contextes, de phénomènes, de cibles, les risques émergents peuvent être de différents ordres, catastrophes industrielles ou naturelles, risques sanitaires, sécurité alimentaire, responsabilité environnementale, terrorisme, risques cybernétiques. Certains d'entre eux peuvent même se révéler être des risques systémiques lorsqu'ils se manifestent sous forme de dysfonctionnements globaux de systèmes complexes et interdépendants. On est donc en droit de se poser la question de savoir si l'assurance peut venir en réponse à ce type de risque. La question de la limite de l'assurabilité se pose alors de manière singulière. Pour couvrir un risque, les assureurs doivent être en mesure de calculer sa probabilité d'occurrence et son ampleur.
Ils doivent aussi mobiliser du capital, et c'est de tout cela que dépend le prix que le consommateur devra payer en contrepartie de la couverture du risque. Un risque pour lequel peu d'informations sont disponibles et moins susceptibles d'être couvert. Il en est de même pour un risque pour lequel le capital à mobiliser est disproportionné ou le prix à payer est au-delà des capacités des assurés. Pour illustrer mon propos, je m'arrêterai sur deux types de risques émergents. Le premier est le cyber-risque, pour lequel la question n'est pas de savoir si, mais quand il surviendra. L'estimation du coût des incidents peut être un exercice difficile à entreprendre. La loi des grands nombres est difficilement applicable à ce type de risque. L'interdépendance des systèmes informatiques et des acteurs rend les probabilités de propagation importantes. Dès lors, la maîtrise de risque et sa tarification au juste prix deviennent difficiles à effectuer. Dans sa dernière étude sur les cyber-risques, Lloyds a présenté un scénario d'attentat de grande ampleur jugé probable, l'attaque d'un prestataire de cloud. Les pertes sont estimées dans une fourchette allant de 15 milliards à 120 milliards de dollars US, pour une moyenne évaluée à 53 milliards de dollars US. Le cyber-risque pose de réels défis à l'industrie de l'assurance. Celle-ci doit investir et trouver les moyens pour proposer des solutions adaptées aux besoins des opérateurs. Le deuxième risque est celui des risques climatiques, qui est au cœur des préoccupations des superviseurs et des assureurs. La connaissance de l'impact de ce risque et de l'ampleur des sinistres qu'il peut occasionner sur nos économies et nos sociétés est encore relativement limitée ou très disparate selon les contextes. Un risque lié au changement climatique, tel que la hausse des températures, s'apprête difficilement à l'exercice des calculs actuariels. Les sinistres d'envergure qui peuvent avoir lieu sont quant à eux difficiles, si ce n'est impossible à prévoir: sécheresse, inondations, déplacement de population. L'industrie de l'assurance a fait preuve, jusque-là, de capacité d'innovation et d'adaptation. Beaucoup de ressources ont été investies dans la recherche et la modélisation de ces risques. Du capital a été mobilisé. Des formes alternatives d'assurance, telles que les cat bonds, se sont développées. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire qu'une hausse des températures de 3 à 4 degrés Celsius rendrait tout simplement la couverture de ces risques impossible. L'ampleur des dégâts serait trop importante, le capital à mobiliser et les prix d'assurance seraient au-dessus des capacités respectives des assureurs et des assurés. Une véritable prise de conscience est donc nécessaire afin d'inverser la tendance actuelle et de limiter l'ampleur du réchauffement climatique et ses impacts. Mesdames et messieurs, cette question de l'assurabilité, en lien avec les risques nouveaux, fait émerger différentes pistes de réflexion, non seulement quant aux solutions assurantielles à apporter, mais également par rapport au rôle que les États et les acteurs publics pourraient ou devraient jouer. Permettez-moi de citer à ce propos Walter Stael, grand spécialiste du risk management, qui précise, et je cite, « L'assurabilité des risques est la frontière naturelle entre l'économie de marché et l'État-nation. Elle est également un facteur majeur de progrès de nos sociétés. » Fin de citation. Je prendrai pour illustrer ce propos le cas du cyber-risque. Ce risque est né d'une révolution numérique qui apporte un progrès considérable à nos sociétés. Je ne doute pas que les assureurs feront tout ce qui est possible de faire afin de proposer des solutions adéquates pour couvrir ce risque. Néanmoins, l'intervention des États pourrait être nécessaire pour actionner des leviers de prévention, inciter ou favoriser les populations et les institutions à se couvrir ou couvrir les risques extrêmes qui seraient inassurables. L'intervention publique se ferait au nom de l'intérêt général et c'est ce partenariat entre le secteur des assurances et le secteur public qui permet à la fois une moralisation et des transferts adéquats des risques, ainsi qu'une bonne couverture des populations et des opérateurs économiques. Dernière dimension que je voudrais aborder concernant les frontières de l'assurance, c'est la frontière sociale liée notamment aux revenus. Car il ne faut pas oublier qu'une partie significative de la population, notamment dans les pays pauvres ou en développement, reste aujourd'hui exclue de toute couverture assurantielle. Le secteur des assurances doit s'efforcer d'abolir la frontière des populations non couvertes. L'assurance devrait être accessible au plus grand nombre et spécialement aux personnes exclues et vulnérables. Elle peut faire une réelle différence dans la vie des populations en les protégeant contre divers risques et en leur permettant de saisir des opportunités et de sécuriser leurs moyens d'existence
contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains pays ont déjà franchi des pas significatifs. Notons l'exemple de l'Inde qui a mis en place un cadre réglementaire spécifique à la microassurance, ou encore le Kenya où l'offre en termes d'assurance inclusive n'a cessé d'évoluer grâce notamment à des canaux de distribution digitaux innovants. L'élaboration d'approches de réglementation et de contrôle adaptées à l'assurance inclusive contribue à la création et au développement de ce marché. Ce n'est toutefois pas l'affaire uniquement d'une seule partie, c'est une question d'ordre national où tous les efforts doivent être combinés pour réussir. Je souhaiterais à cet égard saluer les travaux réalisés sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances en partenariat avec la Banque centrale pour l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière pour le Maroc, dont l'assurance fait partie intégrante. Cette stratégie, qui vient d'être approuvée et dont la mise en œuvre va commencer, permettra à notre pays d'atteindre, j'en suis certain, des objectifs ambitieux qu'il s'est fixés en matière d'inclusion financière et de couverture des segments les plus vulnérables de la population. Mesdames et messieurs, j'arrive au terme de mon intervention. Je voudrais conclure en vous souhaitant à tous une très bonne conférence. Je suis convaincu, au vu de la grande qualité des différents intervenants et panélistes, que les débats seront riches et que nous apprendrons tous, au terme de ces 2 jours, un peu plus sur les perspectives d'évolution des frontières de l'assurance, sur les questions des risques émergents et de leurs limites d'assurabilité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.